Salut, c'est parti pour la première vidéo de la série. Alors on va démarrer directement dans l'éditeur, comme tu le vois. Je vais évidemment te donner des tas de petites explications et de choses au fur et à mesure que je les fais, au fur et à mesure que tu vas les découvrir. C'est la première vidéo, on va démarrer avec les basiques bien sûr, la création du projet, sa petite configuration au début, et puis on va essayer de terminer la vidéo avec une première connexion TCP établie avec le client de jeu, histoire d'avoir directement quelque chose de concret. Alors, pour commencer, là ce que tu as sous les yeux, c'est plus ou moins la base d'un projet que je viens juste de créer dans mon IDE du coup. Il n'y a vraiment rien du tout, tu peux le voir ici à gauche, on a un CMakeList et on a un fichier main.cpp. Voilà, ça c'est le truc créé de base. Tu remarqueras peut-être que le main.cpp, il est un petit peu différent de ce que tu as l'habitude de voir pour un démarrage de projet. Mais ça, c'est parce qu'on est en C++ 23. Voilà, en C++ 23, on n'utilise plus forcément les IOStream pour afficher des choses dès le départ. On a d'autres méthodes que tu pourras soit explorer par toi-même en regardant un petit peu les includes, etc., soit que je t'expliquerai au fur et à mesure. Évidemment, le projet va être divisé en plusieurs parties, mais on va les faire au fur et à mesure. On va pas passer 14 ans à préparer une architecture pour ensuite tout implémenter à la fin. Là, le but, ça va être d'avancer quand même relativement rapidement. C'est juste que quand on va faire une feature, on va essayer de la faire proprement. On va juste éviter de faire quelque chose de tentaculaire dès le départ parce que ça devient un peu compliqué pour réfléchir. Donc on va plutôt prendre les choses au fur et à mesure, d'accord? Pour commencer, avant même de regarder le code source, on a quelque chose de plus important à regarder et c'est effectivement notre fichier CMake parce que c'est lui qui va décrire un petit peu tout au début. Là, on est sur un fichier CMake en top level. On va avoir différents sous-projets puisque à terme, notre projet va avoir à minima un serveur de login et un serveur de jeu. On pourra évidemment à terme lancer plusieurs serveurs de jeu si nécessaire, mais ça, ce sera pas pour tout de suite. On va déjà démarrer par un simple serveur de login puisque c'est la première chose que le client requiert. Quand on va se connecter, on veut d'abord arriver sur le choix de sélection des serveurs de jeu, et donc pour ça, il faut arriver sur un serveur de login. Tu vas peut-être te demander pourquoi est-ce qu'on ne fait pas un seul programme qui fait les deux, parce que c'est tout à fait possible de faire un serveur de login et un serveur de jeu cumulés ensemble. C'est pas très compliqué. La raison à ça, c'est que le client de jeu, je te montrerai un petit peu plus tard, mais le client de jeu, on va énormément le démarrer, l'arrêter, le démarrer, l'arrêter. On va même le faire planter parfois. On va avoir besoin d'itérer le plus rapidement possible. Et il s'avère que ce client de jeu-là, il n'a pas énormément, comme il est un peu vieux, 2006, il n'a pas énormément d'utilitaire pour nous, pour aller vite. Et en plus de ça, c'est quand même un projet Unreal Engine à la base. Donc ça prend un petit peu de temps à démarrer. Il y a un splash screen. Ça prend quelques secondes. Donc on va vouloir éviter de fermer le client et de le rouvrir à chaque fois qu'on va faire des modifications dans le jeu, parce que sinon on va y passer des plombs. Donc on va avoir besoin d'un serveur de connexion pour quitter les serveurs de jeu, stationner sur le serveur de connexion et revenir très rapidement sur le serveur de jeu. Ça, je vous le montrerai beaucoup plus tard. Donc, on commence, on va avoir dans un premier temps un dossier à créer pour le serveur de connexion. Mais avant ça, on va regarder le CMakeList de base et on va regarder un tout petit peu le setup du projet. Pour commencer, on va charger notre CMake Project par défaut. Voilà. Alors, j'avais déjà fait une toute petite modification au niveau du projet. Par défaut, Lion me crée un profil debug. Voilà, ça, il n'y a pas forcément de problème, on va rester en debug quasiment tout le temps parce que quand les choses vont cracher, on va vouloir activer le debugger et savoir où est-ce que ça a craché tout de suite. Il y a deux choses que j'ai changées. La première, c'est que par défaut, si je lui donne pas le dossier de build, il va utiliser ce chemin par défaut, cmake-build-debug. Nous, ce qu'on veut, c'est utiliser un profil multi-config. L'intérêt d'un profil multi-config, c'est qu'on a un seul dossier build, et à l'intérieur, on va avoir un dossier debug, un dossier release, un dossier avec d'autres build types de CMake si nécessaire. Moi, ce que je veux, c'est un dossier build, et je le veux pour tous les types de profils que je vais utiliser. D'autre part, j'ai pas utilisé le Ninja par défaut, parce que Ninja par défaut est un projet single config. Je suis allé chercher Ninja multi-config qui est juste ici. Sachant que par défaut, Visual Studio est un générateur multi-config. Mais par contre, sous Linux, les générateurs pour GCC ou même les générateurs pour Clang ne le sont pas. Donc par exemple, si on avait sélectionné celui-là, on n'aurait pas eu le multi-config par défaut. Donc avec Ninja, on abstrait tous les compilateurs et on est forcément
en multi-config avec cette configuration ici. Donc quand je le sélectionne ici, CLion va rajouter automatiquement l'option qui est là. Donc maintenant qu'on a ça, on peut compiler le projet, voilà, tout se passe bien, on peut le lancer si on a envie, tout se passe bien, on peut lancer un debug pour voir si on a envie, tout se passe bien aussi, pas de souci. Évidemment, comme c'est notre CMake top level, il va appeler des sous-dossiers, des sous-projets à l'intérieur. Donc ce qu'on va faire pour commencer, c'est que notre architecture de dossier de base va contenir un dossier avec les sources. Pourquoi? Parce qu'on aura aussi un dossier avec de la data, un dossier avec de la configuration, donc au top level, on sépare les différentes choses. À l'intérieur de ce dossier source, je vais créer un dossier ls pour le login server. Alors pourquoi je le raccourcis? C'est tout simplement parce qu'on va l'écrire énormément, et j'ai pas envie que le nom soit extrêmement long. De toute manière, on n'aura pas énormément de dossiers là-dedans, donc ça devrait rester compréhensible. Ensuite, on va déplacer tout ça, ainsi que notre main.cpp à l'intérieur. Donc, notre main.cpp, on va le déplacer. Il va aller se situer dans source ls. Et on va également lui créer un CMake list, qui est ici. Alors, comme c'est un sous-CMake list, on n'a pas besoin de lui repréciser à chaque fois toutes ces choses-là. Ceci étant dit, ça, c'est mon projet top level. C'est la description de mon projet global. À l'intérieur, mon sous-projet, lui, on va plutôt l'appeler login server. Et lui, pour le coup, je vais lui donner un vrai nom, parce que ensuite c'est celui qui va donner le nom de mon exécutable, et c'est aussi celui qui s'affiche ici là-haut pour savoir ce que je suis en train d'utiliser. Donc on crée ce projet-là, on lui pique ces infos-là, on les met ici. Donc là, on va retrouver notre main.cpp qui est juste à côté, tout va bien. On est en CPP 23. Alors ici, on l'a mis sur la target CMake qui s'appelle L2CPP course, qu'on voit là. On va pas l'appeler comme ça, notre target, évidemment. On va réutiliser la variable project name. Donc ici, il s'appellera login server, tout simplement. Comme ça, on fait d'une pierre deux coups. Maintenant, je veux du C++ 23 pour cette target, mais en réalité, je vais prévoir quand même un tout petit peu l'avenir maintenant. Je sais que je veux du CPP 23 pour toutes mes targets. Donc c'est pas ici que je vais l'ajouter. Je vais revenir ici, et je vais l'ajouter ici. Et là, je vais lui dire que je veux du CPP 23 pour le standard. Je vais également profiter, je vais désactiver les extensions de compilateurs. Parce qu'on veut un code qui va être compilable par plusieurs compilateurs sur plusieurs plateformes, que ce soit Windows, Linux, macOS, ce que vous voulez. Donc je veux pas d'extension. On veut le langage standard. Point. Du coup, ici, on veut ajouter notre sous-dossier ls. Et ensuite, on va recharger notre projet. Voilà, on a bien la target login server qui est ici. Quand on en aura d'autres plus tard, on pourra les sélectionner à cet endroit-là. On va revérifier que tout compile bien. Voilà. À ce niveau-là, on est bon. Alors, dans la suite de la préparation du projet, on va évidemment vouloir versionner notre projet. Voilà, je vais créer un dossier Git pour mon projet. Voilà, donc soudainement mes fichiers sont pas assez rouges parce qu'ils n'ont jamais été ajoutés à la première version. Alors, on va aller regarder un petit peu à quoi ressemble le graphe quand on crée le projet. On aimerait bien avoir un graphe qui soit un petit peu sympa. Donc, je vais ouvrir, voilà, on va initialiser le projet. Ici, on a notre premier commit. Alors, on a évidemment tous les fichiers qui sont ici et on a le dossier de configuration de l'IDE. Ça, on verra plus tard ce qu'on en fait. Notre initial commit, alors il nous a rajouté un readme, pourquoi pas. En général, c'est ce qui se passe quand on crée un projet sur GitHub, ce genre de choses. Donc très bien, on a un premier commit, on revient ici, on a un readme qui a été ajouté là. Très bien. Alors moi, j'ai appelé ce projet L2CPP course parce que j'ai déjà un projet L2CPP que j'avais commencé de mon côté, que vous pouvez trouver sur GitHub si jamais vous voulez vous amuser à aller voir un petit peu ce que j'ai fait dessus. Mais c'est pas l'intérêt. Ici, le but, c'est de construire notre propre version. Et donc, je rajoute celui-ci parce que c'est celui qui est dédié à ce cours, tout simplement. Évidemment, on va pas vouloir ajouter tout et n'importe quoi à l'intérieur. Donc, on va se rajouter un petit fichier .gitignore. Alors, il y a des générateurs qui existent, mais moi, j'aime bien réécrire le mien. Alors, la première chose que je fais, c'est que je vais bannir tous les fichiers
qui commence par un point. Sauf, évidemment, notre Gitignore, parce que sinon on va pas aller loin avec ça. Évidemment, on va bannir le dossier de build. Celui-là, on veut pas l'avoir. Voilà, donc maintenant qu'on a banni un petit peu ces choses-là, on va revenir sur notre projet qui est tout là-haut. Qui dit versionning dit qu'on a besoin d'une version, évidemment. Donc c'est ici que ça va se passer. Ici, on va rajouter une version. Quand on démarre un projet, on démarre toujours en 0.1.0. Évidemment, ces mecs demandent à ce qu'on recharge à partir de là. À chaque fois qu'on va créer une nouvelle feature et qu'ensuite on va la merge, on va incrémenter la version. Ce projet va suivre la notion de sémantique versionning. Ce que ça veut dire, c'est que chaque partie de la version que vous avez ici signifie quelque chose. Donc en l'occurrence, on va avoir la major, ensuite la minor, ensuite la patch, et à la fin la tweak, qui n'est pas toujours là. Le premier, c'est la majeure. Quand on n'a pas de version qui est stable, quand on est en alpha, en bêta, on reste en version 0. On passe en version 1 à partir de la première version stable, qui est une véritable release qui peut être utilisée en production. Tant qu'on est en 0, ça veut dire que le programme n'est pas suffisamment stable pour être utilisé en production. Ensuite, il y a la mineure. La mineure, elle représente les features. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on ajoute quelque chose de nouveau au projet, quand il fait quelque chose de différent ou de nouveau, qui n'est pas simplement un bug fix, on va incrémenter la mineure. Le patch, lui, par contre, il va être là pour les bugs fixes. Donc il faut bien dissocier les deux. Si, pendant que je fixe une fonctionnalité, ça me demande de rajouter des nouvelles choses, alors dans ce cas-là, ce ne sera pas juste un fixe, ce sera une mineure. Et le tweak, il sera là uniquement quand on fait des modifications qui ne touchent pas au programme lui-même. Donc si par exemple je veux changer de la documentation et repackager le projet, je vais rajouter un point 1 par exemple ici. Si ensuite je veux rechanger le packaging ou j'ai fait une faute dans le readme par exemple, et ben j'incrémenterai ici. Ce numéro-là, il indique que quelque chose a changé dans le packaging du projet, ou en tout cas dans une partie qui ne touche pas au runtime. Ou alors, ça peut être un simple renommage de variable. Tout ce qui va être de l'ordre du cleanup, qui ne change pas l'ordre d'exécution du code, ça peut aller ici. Donc, par défaut, on ne le met pas, on ne le rajoute que lorsque c'est nécessaire. Voilà. Ensuite, autre chose qu'on va regarder ici, c'est la version minimum de ces mecs. Alors, en l'occurrence, je vous ai fait installer la dernière version, mais peut-être que vous aviez déjà une version et vous n'avez pas fait cette installation-là. Personnellement, j'utilise la version 4.2 minimum, pas simplement pour ce fichier, pas simplement pour le parsing du projet, mais j'utilise l'exécutable CMake en version 4.2 parce que c'est à partir de cette version-là que Visual Studio 2026 est ajouté. Avant cette version-là, il n'est pas ajouté et on ne pouvait pas l'utiliser. Donc je vais simplement laisser la version minimum ici pour indiquer qu'il faudrait installer un CMake 4.2, mais c'est pas obligatoire. On pourrait prendre une version qui est inférieure. Ça changerait rien. Peut-être même que plus tard on la changera si jamais on rencontre des incompatibilités avec certains compilateurs. Il y a une dernière petite chose que je vais faire, c'est que avant d'ajouter des projets, je vais inclure mon dossier source dans mes chemins d'include. Alors pourquoi est-ce que je vais faire ça? Tout simplement parce que quand je vais être ici, à l'intérieur par exemple, mettons du login server, ou en tout cas d'un des sous-projets, on va souvent avoir une architecture avec de nombreux sous-dossiers et des fichiers qui nécessitent de s'accéder les uns les autres. Et quand on est dans des situations où on est très profondément et qu'on a besoin d'aller chercher un fichier qui est beaucoup plus haut, on va être obligé de taper ce genre de truc. Et ça, on n'a pas envie. Ça va être très moche, ça va être pas lisible. Ensuite, pour trier les includes de manière alphabétique, ça va être très relou. Donc moi, ce que je veux, c'est pouvoir écrire ça à chaque fois. Par exemple. Mais on verra très très vite que ça va nous servir après. Ok, alors, là on peut démarrer le programme. Qu'est-ce qu'on va faire en premier? On a dit que on voulait établir une connexion socket avec le client. Très bien. Le client de jeu, vous avez suivi le tutoriel avec le dossier système, il est fait pour se connecter directement sur 127.0.0.1, donc sur localhost, sur un port très précis que je vous donnerai tout à l'heure. Donc là, on a simplement à écouter les connexions socket, et pour ça, on va choisir une librairie qui est assez répandue, qui est Asio. Alors je vais la prendre dans sa version packagée par Boost, pour une raison simple, c'est que ça me donne accès à Boost. Je vais le prendre en version header only. Donc j'ai pas besoin de compiler Boost, j'ai juste besoin d'avoir Boost en header only, donc ça va déjà simplifier la tâche.
Et pourquoi est-ce que je veux Boost? Tout simplement parce que Boost donne accès à différents utilitaires supplémentaires, c'est un peu une extension de la librairie standard, et j'ai envie de pouvoir y accéder plus ou moins n'importe quand, ça nous servira plus tard. On va pas forcément l'utiliser énormément, mais j'aime bien y avoir accès au moment où j'ai besoin de fonctions utilitaires, pour ne pas avoir à recoder le monde entier. Donc là, on va devoir inclure Boostasio, très bien. Donc on part directement dans une problématique d'inclusion de librairie. Donc comme je l'ai expliqué dans la vidéo d'introduction, et comme vous le savez donc, on va utiliser Conan comme package manager. Donc on va créer au top level un fichier qui s'appelle conanfile.txt. Alors, conanfile, je vais vous donner le minimum. Le minimum, c'est que on va vouloir prendre Boost dans une certaine version. Je ne sais pas les versions qui sont disponibles à l'heure actuelle, donc je vais aller interroger Conan. Donc je vais ouvrir mon terminal, et je vais interroger sur le remote global, et je vais lui dire « je veux Boost ». Et là, il va me sortir toutes les versions qui sont disponibles. Donc ici, j'ai pas de prérequis particulier sur la version, je vais simplement prendre la dernière. Donc ici, je vais lui indiquer que je veux la dernière version. Voilà. Ensuite, il y a des options. Comme vous le savez, je vous ai dit que je voulais le prendre en header only, parce que sinon il va vouloir me prendre une version compilée. Là, je suis avec Visual Studio 2026. Très clairement, je pense pas que des gens aient déjà précompilé des versions pour nous. Donc ça veut dire qu'il faudrait se taper la compilation de Boost. Ça, j'ai pas envie. Donc ici, je vais simplement lister les options pour Boost. Donc ce que j'ai fait au niveau de la syntaxe, alors là on a énormément d'outputs, donc on va rester en bas. Au niveau de la syntaxe, je lui ai demandé toutes les références qui existent. Et là il m'a sorti les options qui vont avec. Donc peu importe, on va prendre la dernière référence. On voit que ici, on peut préciser qu'on veut Boost sans toutes les librairies qui vont avec. Mais ça c'est toutes les librairies qui se compilent. Nous on s'en moque puisqu'on va prendre uniquement les librairies qui sont header only. Donc si on cherche un tout petit peu, on a ici une option qui s'appelle Header Only. Donc je vais simplement lui dire que pour n'importe quelle version de Boost que j'ai prise, je veux utiliser la version Header Only. Ensuite, on a besoin de quelques autres options. Conan peut fonctionner avec CMake, mais avec plein d'autres build systems. Mais ici, je vais lui indiquer que j'utilise un layout avec CMake. Comme ça, il va aller ranger tous les fichiers et il va me les inclure de manière très simple, et surtout, je vais pouvoir utiliser Find Package avec CMake. Et pour ça, il faut qu'il me crée mes générateurs. Donc, il y en a deux qu'il faut utiliser. Il y a CMakeDeps et il y a CMake Toolchain. Donc, celui-là, il va me permettre de faire des Find Package. Et celui-là, il va me permettre d'abstraire la toolchain que je vais utiliser et de ne pas avoir besoin de m'embêter avec les différents builds que je voudrais faire. Parce que Conan, c'est un système qui permet de créer différents builds avec différents compilateurs, différentes options, etc. Donc là, par exemple, si je veux un build debug, un build release, je vais devoir importer Boost en header only, en version debug, en version release. Ça va me créer différents builds. Ça va me créer différents profils ensuite derrière. Donc moi, ce que je veux, c'est abstraire toute l'utilisation de l'appel de CMake et de toutes les options qu'il faudrait lui donner de manière simple. On va le cacher derrière un preset. Un preset, c'est simplement une collection d'options. Je pourrais vous montrer juste après à quoi ça ressemble. Comme ça, sur la ligne de commande, ça m'évitera de taper des commandes très compliquées. Donc maintenant qu'on a fait tout ça, on peut tout simplement appeler Conan install. Ici, je suis sur un profil debug. Donc ce que je veux, c'est lui dire « Ok, tu vas me l'appeler avec le build type qui est en debug. » Voilà. Donc là, il a fait sa petite popote. Donc, qu'est-ce qu'on peut voir un petit peu avec Conan? Ici, on peut voir qu'il y a deux profils qui sont utilisés, le host et le build. Donc ça, c'est utile quand on est dans un scénario où on est en train de cross-compiler. Par exemple, on est en train de compiler depuis une machine Windows x64 comme ici, vers par exemple une machine ARM. Donc ici, on n'est pas en cross-compilation, donc les deux profils sont parfaitement identiques. Ensuite, là, on voit qu'il résout
la référence. Alors je l'avais déjà dans le cache en ce qui me concerne, mais pour vous, ça va le télécharger, ça va l'installer tout simplement. Et ensuite, il va générer les fichiers dont on a besoin. Et il va aller les cacher ici, dans Generators. Et ici, ce qu'on voit, c'est qu'il m'a créé tous les fichiers CMake dont je vais avoir besoin. Il m'a également créé le fichier CMake presets dont je vous ai parlé ici. Donc il m'a créé un preset pour la configuration, un preset pour le build, ainsi qu'un preset pour le test. Donc il me met déjà tout ce qui est en rapport avec mon compilateur maintenant. Mais je pourrais lui donner un autre profil avec un autre compilateur, et on va avoir différents presets. Donc en l'occurrence, celui-là, il s'appelle Conan Default pour la configuration, pour le build, il s'appelle Conan Debug. Donc là, si on voulait compiler en ligne de commande, on se met simplement ici, on appelle notre preset Conan Default pour préconfigurer. Là, il ne trouve pas mon compilateur. Pourquoi? Parce que je suis sur un profil Git Bash, au lieu d'être sur un profil de la console spéciale de Visual Studio qui contient les variables d'environnement qui permettent d'avoir ce qu'il faut. Donc par exemple, il faudrait que je me mette ici dans le développeur command prompt et que ensuite je me place dans le bon projet. Donc ici, je vais simplement récupérer mon chemin et je vais le mettre là. Tac. Et ici, ça va fonctionner. Si je voulais le faire en ligne de commande, voilà. Alors, ici, on a un petit problème, mais ce problème-là, il arrive parce que j'ai fait un petit peu des choses avec le dossier de build. On va le recréer, tout simplement. Donc on va relancer Conan et on va relancer notre preset. Voilà. Et ensuite, si je veux le construire, je lui fournis le dossier de build, je lui fournis le preset de compilation et nous y voilà. Nous avons bien notre exécutable qui est ici. Voilà. Alors, à partir de maintenant, je ne vais pas m'amuser à compiler en ligne de commande. C'était simplement pour vous montrer la première fois comment est-ce qu'on fait. À terme, on pourra également rajouter une target install qui déplace nos exécutables ainsi que les DLL associés si nécessaire dans un dossier bin. Ici, pour le moment, on va tout faire depuis l'IDE. Donc, je ne vais pas m'embêter avec ça. Donc là, par exemple, si j'ai envie de lancer le programme, tout va bien. Même quand j'ai compilé avec la console et que je reviens ici, les deux sont synchronisés, il n'y a pas de souci. Par contre, ce qu'on voit, c'est que j'ai un nouveau fichier qui s'est créé ici, c'est Make User Presets. Et en fait, ce fichier va simplement inclure le fichier généré par Conan. Donc, ce fichier-là, comme il y a user à l'intérieur, on se rend bien compte que on va devoir l'ignorer. Parce qu'on ne va pas le commit, celui-là. Il va être différent pour chaque utilisateur qui va faire sa propre compilation selon le compilateur qu'il a choisi d'utiliser. Voilà. Donc maintenant, on devrait pouvoir accéder à Boost. Ou pas. Parce qu'on a oublié une première étape avant d'arriver ici, de pouvoir commencer à mettre nos includes. Il faut qu'on récupère notre ami Boost. Et il faut qu'on link avec. Donc, je vais linker en privé. Et il y a une target qui s'appelle Boost à l'intérieur. Cette target, elle est là pour récupérer les librairies qui sont en header only. Donc on va vérifier si tout se passe bien. Petite étape intermédiaire, on voit ici cette pop-up là qui apparaît. Conan m'a généré un nouvel ensemble de configurations. Celle-là, c'est celle que je faisais par moi-même, sauf que Conan, je lui ai demandé de m'utiliser Ninja Multiconfig par lui-même et je lui ai fourni un compilateur également. Donc je ne veux plus utiliser celle que j'ai créée moi-même, je veux utiliser celle que Conan me crée à partir de maintenant. Donc là, on voit qu'on a le config preset qui est ici. Celui-là, on s'en tape. Il est automatiquement appelé par le second, qui est le nom du config preset le nom du config du preset de build. Vous voyez là, on ne peut pas le modifier, c'est parce qu'il a été chargé automatiquement par l'IDE et il est généré par un outil externe. C'est pas l'IDE qui le gère. Donc maintenant, on voit ici, ça a changé, notre profil a changé, et il va correctement charger les fichiers générés par Conan. Ok, donc maintenant si tout s'est bien passé,
on devrait pouvoir venir ici, et on devrait pouvoir commencer à accéder à Boost, qui est juste là. Et en l'occurrence, on va vouloir Boostasio. Alors au niveau des includes, moi j'ai une petite règle que je m'impose, c'est que je groupe les includes en 3 catégories. La première catégorie, c'est celle que vous voyez ici, c'est la catégorie du C++ standard. La deuxième catégorie, c'est celle-ci. C'est celle que j'appelle third party. Et il reste une dernière catégorie, qui est très simple, c'est la catégorie des fichiers d'include locaux au projet. Et je les mets dans un autre ordre. Je mets toujours les C++ en dernier, tout simplement parce que ça pourrait changer, l'ordre d'inclusion a son importance, évidemment. Donc, si je veux inclure des fichiers locaux, je vais plutôt les mettre ici, parce que je veux pas qu'ils soient touchés par les fichiers third party, et je veux pas non plus que les fichiers third party soient trop touchés par les fichiers standards. Autant Boost, on peut lui faire confiance, autant il y a certains projets qui sont un peu plus amateurs, l'ordre des includes peut changer des choses, et ça, on veut pas. Donc, je m'impose ce standard-là dans tous mes projets. Donc, vous me verrez me l'imposer ici. Vous n'êtes pas obligé de le suivre, hein, bien sûr. C'est un standard que j'utilise professionnellement, personnellement et professionnellement. Une petite particularité de C-Lion, c'est qu'il est plus ou moins capable de détecter ces groupements et d'ajouter les includes au bon endroit. Alors, il le fait pas 100% du temps, malheureusement pour moi, mais il le fait quand même parfois, donc c'est déjà un gain de temps. Donc ici, on va rien avoir à rajouter pour le moment. Donc, on a Boostasio. Alors, Boostasio, je ne vais pas non plus vous refaire tout le tutoriel de comment ça fonctionne ici. Je vais juste vous faire ce qu'il faut. Mais il y a une pièce centrale dans Boostasio. Cette pièce centrale, c'est l'IO Context. L'IO Context, ça fait énormément de choses. La première chose, c'est que ça représente une liste de tâches à exécuter. Et ça va permettre d'exécuter des tâches asynchrones également. Alors, une tâche asynchrone, c'est simplement une tâche qui n'est pas exécutée au moment où on appelle la fonction. C'est aussi bête que ça. Donc là, par exemple, j'ai un hello world. Si je veux l'exécuter de manière asynchrone, avec mon IO Context, c'est extrêmement simple. On va se mettre ici. On a une fonction qui s'appelle post. On lui donne notre IO Context. Ensuite, on va lui donner une petite lambda à exécuter. Voilà. La fonction post va simplement mettre ma callback à l'intérieur de la queue. Et si j'exécute le code, il va littéralement rien se passer. Voilà. Pourquoi il ne s'est rien passé? Parce que j'ai pas indiqué à l'IO Context de faire quelque chose. Donc tout simplement, on va lui demander d'exécuter la fonction. Voilà. Il n'y a pas plus simple que ça. Donc l'intérêt de la fonction run, c'est que quand elle a des tâches à exécuter, elle va bloquer et ensuite elle va sortir. Donc ça va énormément nous arranger quand on va être en train d'attendre des connexions TCP, parce que ça veut dire que notre programme, il va pas s'arrêter tout seul. Ça, c'est très bien. Ça, on aime beaucoup. Donc maintenant, comment est-ce qu'on attend une socket? Parce que afficher le world, c'est très bien, mais ça va nous emmener nulle part. On va avoir besoin d'un acceptor. Alors ce qui est bien, c'est que vous voyez, C-Lion, il a un petit modèle d'IA à l'intérieur qui tente de me faire de l'autocomplétion. Bon, elle est relativement intelligente, on va le dire comme ça, il y a des moments où c'est incroyable et il y a des moments où ça l'est pas, mais en l'occurrence, il connaît un certain nombre de constructions du langage et il me le propose direct. Donc là, par exemple, il a plus ou moins compris que j'allais vouloir faire un acceptor parce que c'est le genre de code qui est énormément utilisé. Donc très bien, j'ai un acceptor. Un acceptor, ça permet d'accepter ici des sockets TCP, parce qu'on l'a choisi dans le namespace TCP. Alors là, il a appelé un constructeur avec directement un seul paramètre, mais si je rajoute une virgule, je peux voir s'il y a d'autres paramètres qui pourraient m'intéresser. Et en l'occurrence, il y en a un qui va m'intéresser ici. C'est celui avec l'endpoint, parce qu'un endpoint, c'est justement un couple adresse IP, ou host, et un port. Et en l'occurrence, nous, on veut recevoir des connexions, justement, sur notre adresse IP localhost, et sur notre port qui va avec. Donc, on va lui construire un endpoint. Très bien. On va lui construire un endpoint.
Et là, qu'est-ce qu'il me propose? Il me propose exactement ce que je veux, en l'occurrence. Il me propose un endpoint qui est capable d'accepter n'importe quel IPv4 sur le port 8080. De notre côté, on veut pas ce port-là. Le client de jeu, lui, il cherche un port très particulier, qui est ce port, 2106. Ce sera notre port de connexion login server. Voilà, maintenant qu'on a notre endpoint, on peut le donner à notre acceptor. Donc là, on a créé des variables, mais pour le moment, il ne se passe pas grand-chose. Ce qu'on veut maintenant, c'est accepter une connexion. Alors on va le faire de manière asynchrone, comme on l'a dit tout à l'heure, ça va préparer une fonction qui attend, et ensuite on va appeler run pour exécuter notre fonction asynchrone. Donc accept, alors la signature est évidemment très compliquée, hein, il s'agit de boost. Ce qui est important, c'est ce qu'il y a en dessous. Parce que boost nous donne des exemples qui sont quand même un peu plus sympas. Donc on voit ici qu'ils ont créé un acceptor, et qu'ensuite on lui donne un accept handler. Et que le accept handler, il a 7 signatures. Très bien, donc il reçoit un code d'erreur et il reçoit une socket. On ne sait pas encore si elle est connectée, on le saura en vérifiant le code d'erreur. Donc très bien, on va lui fournir ce qu'il veut. Alors, on n'est pas obligé de s'embêter à écrire les types, puisque on est largement au-dessus de C++ 14 ou 17, je ne sais plus lequel des deux le fait. Voilà. Et si on a une erreur ici, on va faire quelque chose. Sinon, c'est que la socket est connectée. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va simplement écrire socket, ou plutôt accept error. On va mettre le numéro de l'erreur. On va mettre sa catégorie. Et on va mettre le message d'erreur. Donc, voilà, il me l'auto-complète déjà là maintenant, ça c'est super. La catégorie, évidemment, il lui faut un nom. Voilà. Et ici, si tout s'est bien passé, on a un client qui s'est connecté, tout simplement. On va rien faire avec la socket. À la fin de la fonction, elle sera automatiquement déconnectée avec son destructeur. Donc là, si tout se passe bien, on va se mettre un petit affichage où allez, on va mettre listening. Voilà. Histoire que quelque chose s'affiche dans notre console pendant qu'on est en train d'attendre. Voilà, donc on a bien du réseau qui est en cours, puisque le firewall me demande une autorisation. Alors, là il se passe quelque chose d'assez intéressant. J'ai mis un caractère 3 petits points, qui est du coup pas un caractère ASCII, hein, qui est un caractère UTF-8, un caractère Unicode. Et on voit que dans la console, c'est pas trop ça. Ça, c'est parce que les consoles Windows, par défaut, elles sont pas en UTF-8. On va aller changer ça juste après. Là, en attendant, ce qu'on repère, c'est que on a bien notre callback qui est en cours, mais le programme s'arrête pas. Donc ça veut dire qu'il y a quelque chose d'autre qui est en attente. Sinon, Run aurait terminé son travail et on aurait quitté le programme, comme c'est arrivé tout à l'heure. Donc là, ça veut bien dire qu'il est en train d'accepter une connexion. Super. Donc là, si on a bien fait notre travail, on peut lancer le client de jeu. On peut lui mettre n'importe quoi. Revenir ici. Et on voit bien que le client a été connecté. Ensuite, il a été déconnecté dans la foulée. Et puisqu'on a accepté une socket et qu'on n'a pas relancé l'acceptation d'une future socket, il n'y avait plus de fonction en attente, asynchrone en attente à exécuter. Donc, l'IO context a retourné et on a terminé le programme. Alors vous vous rendrez bien compte ici qu'il n'y a rien du tout qui s'affiche. Hein. Ici, le client de jeu, il ne va pas nous donner des infos quand il n'a pas réussi ou que la connexion a été abortée. Juste, il se passe littéralement rien du tout. Donc on va avoir besoin d'afficher pas mal de logs pour savoir ce qui se passe. Voilà.
Donc déjà, on va corriger notre problème de console. Donc ça va être du code qui est Windows spécifique, malheureusement pour nous. Donc, il y a une instruction qui est toute bête, et on doit le faire dès le départ, et on va vérifier que on est sur Windows. Et cette instruction, c'est celle-ci. Donc c'est une fonction qui vient de l'API Windows directement, et ça devrait nous permettre de corriger notre problème. Voilà, cette fois on a bien les caractères qui s'affichent. Donc si vous voulez afficher du français ou d'autres caractères dans d'autres langues, normalement maintenant ça devrait fonctionner, puisque les fichiers sources sont écrits en UTF-8 par défaut, on le voit même d'ailleurs ici. Donc il ne devrait pas y avoir de problème. Et stdstring est capable de stocker des bytes, donc il peut stocker de l'UTF-8 sans problème. Donc ça c'est une première étape. La deuxième étape, là vous voyez, on est en train d'attendre quelqu'un. On est en train d'attendre un client. Et on aimerait bien stopper le programme. Là, si je lui balance un CTRL-C, il se passe rien du tout. Parce que cette fenêtre, par défaut, c'est pas un terminal. Donc je peux le stopper avec ce bouton, stop, et il va me dire que le programme a été interrompu par un CTRL-C, mais j'ai fait mes recherches, c'est pas du tout un CTRL-C. Si on essaye de récupérer le signal SIGINT, par exemple, et que, mettons, on veut simplement l'afficher ici, on va voir que ça va pas très bien fonctionner. Parce que là, j'aimerais bien pouvoir arrêter mon programme de manière propre, sans avoir besoin de le tuer. Si j'appuie sur stop, évidemment, notre fonction n'a pas du tout été appelée. Donc il y a quelque chose qu'on va faire tout de suite, c'est qu'on va aller éditer la configuration ici, et on va demander d'émuler le terminal, ici. Voilà, et on va recommencer. Maintenant, quand on va le lancer, on a un affichage légèrement différent, et si j'envoie un CTRL-C, voilà, mon signal a bien été capté ici. Et ensuite, si je refais mon CTRL-C, on est revenu sur le signal handler de base. Donc voilà, là on a une petite base de programme. Alors ce système de signal, on ne va pas utiliser les signaux de base. Ils sont assez compliqués, les prérequis pour les fonctions qu'on a le droit d'exécuter sont assez complexes. Et nous, on veut faire quelque chose de plus propre. Ce qu'on aimerait bien, c'est que, mettons, on a un serveur qui est en train de tourner, on a des joueurs qui sont connectés, il se passe différentes choses. Alors là, il s'agit du serveur de login, mais on va prendre la même manière de réfléchir pour le serveur de jeu, qui sera beaucoup plus important d'éteindre correctement, parce qu'on va vouloir sauvegarder tout ce qui se passe dessus. On va vouloir sauvegarder les données, on ne veut pas que le programme se coupe d'un seul coup et qu'on ait des problèmes. Et également, à un moment donné, depuis l'intérieur du programme, depuis l'intérieur du jeu, on va vouloir avoir une commande pour éteindre le serveur au bout d'un certain temps, avec un avertissement que le serveur va bientôt s'éteindre, ce genre de choses. Donc il nous faudra à terme une manière de couper le programme proprement, et ici on veut faire la même chose. Donc on va utiliser quelque chose qui va fonctionner en tandem avec notre IO Context, tout simplement. Il y a une classe super qui s'appelle SignalSet, et qui nous permet de gérer différents signaux. Donc en l'occurrence, on va juste gérer SIGINT, notre ami CTRL-C. Et ici, c'est un petit peu la même chose que le reste. On veut lui demander d'attendre un signal. La documentation nous raconte quoi? Elle nous dit de la même manière qu'on a une callback à donner avec un error code qui est donné et int qui est probablement notre signal. Donc on va lui donner exactement la même chose. Alors ici, on va capturer notre IO Context, parce qu'on va en avoir besoin. On récupère notre code d'erreur, on récupère notre signal, et qu'est-ce qu'on va faire avec ça? Bon, en l'occurrence, peu importe ce qui s'est passé, on va vouloir arrêter le programme. Donc on va simplement appeler stop sur notre IO Context. Alors ici, j'ai pas besoin de mettre tout ça sur plusieurs lignes, c'est suffisamment clair. Le signal, on l'utilise pas, la variable, on l'utilise pas. Et ici, on devrait pouvoir CTRL-C proprement notre programme. Et on va le vérifier en faisant ça.
je CTRL-C, eye context arrêté, et tout s'est bien passé. Il nous reste une dernière petite chose du coup, puisqu'on a atteint un point qui est suffisamment intéressant, on va dire, c'est que on va commit cette première version, qui sera notre version 0.1.0. Là, je vais sortir Git Kraken. On va revenir ici. Alors, on voit que nos fichiers qu'on avait tout à l'heure et notre dossier ID a bien disparu. On vérifie un petit peu le contenu. On a le minimum syndical à l'intérieur, donc évidemment le Git ignore. On a le projet en version 0.1.0 qui a démarré ici. On va avoir notre première dépendance qui est Conan File. On a notre premier CMakeList qui est ici. Alors on va l'améliorer un tout petit peu, histoire de faire ça propre. On veut quand même démarrer ça correctement. On va pas ajouter les sources ici, tout simplement parce qu'au fur et à mesure, la liste va devenir de plus en plus longue. Et donc, moi j'aime bien mettre la liste des fichiers le plus en bas possible. Et il existe une commande et qui permet d'inscrire les sources et également de leur donner un caractère privé ou public. Donc en l'occurrence, on a simplement notre main.cpp qui est ici. Et quand on va vouloir lister les sources, voilà, si on veut l'écrire proprement, et ben on les mettra tout à la suite là et on pourra les trier plus facilement par ordre alphabétique. Si les fichiers n'étaient pas sur la ligne les uns derrière les autres, pour le tri par ordre alphabétique, ce serait chiant. Ici, en les ayant sur chacun une première ligne, tout va bien se passer. Ici, il y a un warning, ça c'est simplement parce qu'on utilise Conan. Il n'y a pas de souci, tout se passera bien. Voilà, maintenant on retourne dans Git Kraken. On récupère de nouveau nos modifications. Alors ici, comme c'est notre toute première version, on n'a pas encore fait de branches, de versions, de noms, etc. Je vais simplement poser ça dans mon commit initial. À partir de la prochaine fois, on va vouloir incrémenter le numéro de version et on va commencer à créer des branches de features sur lesquelles on va travailler et on les mergera plus tard, histoire d'avoir un historique de Git qui soit propre et clair pour quiconque ait envie d'aller voir ce qui s'est passé. Et même pour nous-mêmes, ce sera très important. Voilà, c'était tout pour cette première vidéo. Sur la vidéo suivante, on va commencer à attaquer un petit peu la communication, le protocole de communication directement avec le client de jeu.